Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une créature marine assez fascinante, mais aussi très discrète. Le cachalot pygmée, Kogia breviceps. Un cétacé qui vit vraiment loin des regards. Un mystère des profondeurs, en quelque sorte. Et pour en parler, pour décrypter un peu ce qu'on sait de lui, une experte est avec nous. L'idée, c'est d'explorer ensemble ce mammifère marin en se basant sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors allons-y, plongeons dans ce sujet. Pour commencer, qu'est-ce qui le rend si particulier physiquement? Il est bien plus petit que son célèbre cousin, le grand cachalot, hein? Ah oui, tout à fait. Sa taille est modeste. On est entre 2,7 et 3,4 mètres pour un poids de 320 à 400 kilos environ. Mais ce qui marque le plus, c'est sa tête. Carrée, très courte, d'où son nom scientifique Breviceps, tête courte. D'accord. Et elle est proportionnellement énorme, presque un sixième de la longueur totale du corps. Elle abrite l'organe du spermacétie, vous savez, cette substance cireuse. Oui, comme le grand cachalot. Exactement, même si son rôle précis ici est encore un peu débattu, peut-être pour la flottabilité ou l'écolocation. Et puis il y a son évent, très particulier aussi, il est décalé vers la gauche et vers l'avant. Fascinant cette tête. Et ses dents, j'ai cru comprendre qu'elles étaient aussi assez spécifiques. Oui, c'est ça. Comme les autres cachalots, en fait, il n'a des dents fonctionnelles que sur la mâchoire inférieure. Elle est assez étroite d'ailleurs. Ah bon? Combien de dents à peu près? On compte entre 12 et 16 paires, donc 24 à 32 dents au total. Elles sont fines, bien pointues, et surtout, elles sont recourbées vers l'arrière. Et ça, c'est pour attraper quoi? C'est une adaptation parfaite pour ses proies favorites, les céphalopodes. Poulpes, calmars, des proies souvent glissantes et rapides. Ces dents permettent de bien les accrocher. Logique, en effet. Et si jamais, par un hasard incroyable, on arrivait à l'apercevoir, sa couleur nous aiderait? Oui, certainement. Il a ce qu'on appelle un camouflage par contre-ombrage. C'est assez classique chez les animaux marins. Le dos est foncé, un gris bleu acier, et le ventre beaucoup plus clair, blanchâtre ou même un peu rosé. Pour se fondre dans le décor, vu d'en haut ou d'en bas. Exactement. Mais le signe vraiment distinctif, la petite touche unique, c'est cette marque sombre juste derrière l'œil, en forme de croissant. On l'appelle la fausse branchie. Une fausse branchie. Oui, bon, ça n'a rien à voir avec une vraie branchie, évidemment. C'est juste une pigmentation. Mais c'est un très bon indice pour l'identifier. Ah, et sa peau a aussi souvent un aspect un peu plissé, ridé. D'accord, très intéressant. Mais au-delà de son physique, c'est surtout son comportement qui le rend si élusif, non? Difficile à étudier. Ah oui, complètement. C'est l'un des cétacés les plus discrets qui soit. On le trouve au large, dans les eaux très profondes, au-delà du plateau continental. Il préfère les zones pélagiques et on le trouve un peu partout dans les eaux tropicales à tempérer du globe. C'est un vrai spécialiste des grandes profondeurs. Il peut plonger, on sait qu'il atteint 600 mètres, mais c'est potentiellement bien plus bas. Et on le voit souvent seul, hein. Très souvent seul, oui. Ou alors en tout petit groupe, genre 2 à 6 individus, pas plus. C'est pour ça qu'on le connaît si mal en fait. La plupart de nos infos viennent des animaux qui s'échouent malheureusement. Ah oui. Quand il est en surface, il est souvent immobile. Il flotte, un peu comme une bûche. On appelle ça le logging en anglais. Et pour plonger, c'est aussi très discret. Il a tendance à juste couler à la verticale, sans même sortir sa nageoire caudale. Et il nage plutôt lentement, autour de 4 nœuds. Quelle discrétion. Et j'avais lu quelque chose d'assez incroyable sur sa défense. Une technique un peu étonnante. Ah oui, c'est une de ses particularités les plus surprenantes. Quand il se sent menacé ou stressé, il peut expulser un liquide intestinal, une sorte de nuage brun rougeâtre. Un peu comme une pieuvre, avec son encre. Exactement le même principe. Ça crée un écran opaque dans l'eau, ça désoriente le prédateur et hop, ça lui laisse le temps de filer. C'est une stratégie de diversion très maligne, surtout dans l'obscurité des profondeurs. Le ninja des mers, quoi. Et pour se nourrir, justement, dans cet environnement si sombre. Potes des profondeurs, donc calmars, poulpes, mais il mange aussi des petits poissons et parfois quelques crustacés, des crabes par exemple. Et comment il les trouve? Grâce à l'écholocation, c'est son sonar biologique, extrêmement sophistiqué. Ça lui permet de voir avec le son, de localiser ses proies, même dans le noir complet. Passionnant. On m'a dit aussi qu'on pouvait le confondre avec une autre espèce très proche. Oui, tout à fait, avec le cachalot nain, Kogiasima. Ils se ressemblent beaucoup et d'ailleurs, la distinction formelle entre les deux, elle est assez récente, elle date de 1996 seulement. Et comment on les différencie en mer, si jamais? Le critère le plus visible, mais faut pouvoir s'approcher, c'est la nageoire dorsale.
Chez le pygmée, elle est vraiment plus petite et placée plus en arrière sur le dos que chez le cachalot nain. Mais bon, même s'il est rare et qu'on manque de données, comprendre le cachalot pygmée, c'est important. Avec le nain, il représente une lignée évolutive assez ancienne, proche du grand cachalot. Ça nous aide à comprendre l'évolution des cétacés et aussi l'écologie de ces zones profondes qu'on connaît mal. Et j'imagine que, comme beaucoup d'espèces marines, il n'échappe pas aux menaces actuelles. Malheureusement, non. Les principales menaces identifiées, ce sont les captures accidentelles dans les filets de pêche, les collisions aussi avec les navires. Il y a aussi la pollution sonore sous-marine qui perturbe leur communication, leur chasse. Le bruit des bateaux, des sonars. Oui, tout ça. Et puis, bien sûr, l'ingestion de débris, notamment le plastique, qu'ils peuvent confondre avec des proies. Et son statut de conservation, du coup? Alors, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, le classe en préoccupation mineure. Mais attention, il précise bien que c'est surtout parce qu'on manque de données insuffisantes pour une évaluation vraiment précise. Son statut réel pourrait être plus fragile qu'on ne le pense. D'accord. Donc pour résumer un peu, une apparence unique, avec cette tête carrée, ces fameuses fausses branchies, un comportement d'une discrétion incroyable qui le rend presque invisible, un maître de l'évasion avec son nuage d'encre et un habitant des grandes profondeurs océaniques. C'est vraiment un fantôme discret de nos océans. Oui, c'est une bonne image, fantôme. Et ça souligne quelque chose d'important, je trouve. Même si nos connaissances sont fragmentaires, chaque information qu'on arrive à glaner sur des espèces aussi élusives, eh bien, elle est précieuse. Ça nous ouvre de petites fenêtres sur la complexité, la richesse incroyable de ces écosystèmes marins profonds, dont on ignore encore tellement de choses finalement. Chaque observation, chaque analyse d'un échouage, c'est un petit pas en avant. Merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur Cétacé Info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast. Et ça laisse songeur quand même. Si une créature de cette taille peut rester si invisible dans nos océans, qu'est-ce que ça dit de tout ce qui nous échappe encore là-dessous, dans les abysses?